Histoire vraie de la nonne de l'exorcisme. Il était une fois une histoire qui a secoué les croyances et a perturbé les esprits. Bienvenue dans l'univers inquiétant de l'exorcisme, et plus particulièrement l'horrible aventure de la nonne. Tout a commencé en 1952 dans une abbaye isolée en Roumanie. Des événements étranges avaient été rapportés, des murmures dans les couloirs sombres, des ombres se glissant dans le coin de l'œil, et une sensation de présence malveillante. Les sœurs, piégées dans ce lieu sinistre, ont commencé à éprouver une peur irrationnelle. Elles ont prié pour leur salut. Mais la nonne, une entité démoniaque, avait d'autres plans. « Qui es-tu vraiment » ont-elles crié, mais la réponse était terrifiante. Un silence glacial, suivi de rires moqueurs. La nonne spectrale se délectait de leur souffrance. Les témoins ont dit avoir vu son visage déformé, ses yeux vides brillant dans l'obscurité et une aura de plus en plus oppressante. L'une des sœurs a commencé à ressentir une force sombre l'envahir. Elle se débattait, essayant de résister à l'emprise du mal. Mais, hélas, c'était un combat perdu d'avance, à travers les cauchemars, les apparitions et les rituels désespérés pour chasser cette entité. Une chose était claire, la nonne ne pardonnerait pas. Dans une confrontation finale, des signes de possession ont été observés. La sœur se mouvait d'une manière inhumaine, défiant toute logique, tout en murmurant des incantations oubliées. Les habitants de la région effrayés ont commencé à raconter des histoires de pertes tragiques, de disparitions inexplicables et de la présence menaçante de la nonne. Qui aurait cru que cet esprit maléfique s'accrocherait si désespérément à cet endroit ? Chaque prière, chaque acte de foi semblait bizarrement échouer. Finalement, l'église a été impliquée. Des exorcistes ont été appelés pour libérer la sœur de l'emprise démoniaque. Mais le mal a des tentacules, et elle savait comment manipuler les peurs les plus profondes. « Je ne suis pas seule ici », a-t-elle murmuré, son regard troublé glaçant le sang des fidèles. Le récit de la nonne continue de hanter les esprits, et son influence est indéniable. Les événements tragiques qui ont suivi dans l'abbaye sont devenus légendaires, et son histoire, tragiquement, n'est pas complètement terminée. Rappelez-vous, les amis, même dans l'obscurité, la lumière peut parfois lutter pour trouver son chemin, mais ce chemin peut également être pavé de terreurs insoupçonnées. Peut-être qu'un jour, la vérité sur la nonne et ses secrets sera révélée, mais pour l'instant, elle demeure un mystère, un avertissement de ne jamais sous-estimer les forces qui se cachent dans l'ombre. Et c'est là l'histoire vraie de la nonne de l'exorcisme. Cette semaine marque la sortie du nouveau film La nonne de Siam. Lorsque ce personnage est apparu pour la première fois dans le deuxième film Conjuring, j'ai, tout comme beaucoup d'autres, adoré cela. La scène où son ombre se déplace à travers la pièce avant de se réunir avec l'image peinte d'elle-même est l'une de mes séquences préférées dans l'horreur moderne. Bien que beaucoup de la série The Conjuring soit basée sur des affaires réelles, dont plusieurs que nous avons couvertes dans la bibliothèque de bande, j'avais l'impression que la nonne, pour lui donner son nom démoniaque, Valak, n'était qu'une création fictive pour la série. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle puise en fait son inspiration dans deux incidents de la vie d'Ed et Lorraine Warren, et une grande partie se déroule dans l'un des bâtiments les plus hantés de Grande-Bretagne. En fait, l'emplacement est assez proche de chez moi, donc pour la première fois depuis un moment, j'ai pu visiter le site de cette hantise et enregistrer à cet endroit effrayant pour cette entrée. C'est l'histoire de la religieuse de Borley. Je suis convaincu, sans l'ombre d'un doute, que la maison qui se tenait juste de l'autre côté de la route était, et vivait pleinement conformément à son nom, la maison la plus hantée d'Angleterre. Le personnage de Valak, présenté de manière célèbre dans l'univers cinématographique de The Conjuring, à ses origines ancrées dans la démonologie dans le démon Valak, les textes historiques de démonologie, comme la moins grande clef de Salomon, énumère Valak comme un démon de 60 secondes dans la hiérarchie et est principalement associé à la localisation de trésors cachés et à la révélation des emplacements de serpents. Mais nous n'explorons pas la démonologie ce soir. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers un petit village dans le sud-est de l'Angleterre pour découvrir d'où vient réellement la nonne, l'attrait du recteur de Borley. Le phénomène de hantise de la rectorie de Borley a captivé des générations, attirant ceux qui sont attirés par les mystères de l'au-delà. Dans l'obscurité, il y a une sensation, une charge électrique qui descend le long de votre colonne vertébrale, enflammant votre curiosité
et votre peur de manière égale. C'est la même sensation qui a poussé les curieux et les courageux à s'aventurer dans l'obscurité de la rectory de Borley, armés de rien d'autre que leur détermination et leur soif de réponse. Dans les annales de l'histoire, certains endroits acquièrent une réputation qui transcende leur présence physique. La rectory de Borley était un de ces endroits, une manifestation à la fois de grandeur architecturale et d'infamie surnaturelle. Construite par la famille Bull en 1862, le but initial de la rectory était loin de l'aura sinistre qu'elle allait plus tard cultiver. Elle était destinée à servir de logement pour le révérend et sa congrégation, un havre où la foi pouvait fleurir et les âmes trouver apaisement. Mais ce n'était pas un nouvel endroit en soi. Le presbytère était en construction pour remplacer l'ancien qui se tenait sur le site. Un incendie en 1841 avait complètement détruit l'ancien presbytère, et il avait fallu plus de 20 ans pour qu'un nouveau soit construit. Borley a toujours été un refuge pour le christianisme. Des moines y sont stationnés depuis 1360, et bien sûr, au fil des ans, la région a connu sa part d'histoire sombre, origine de la nonne. Mais c'est une légende particulière qui semble être à la base de tout ce qui se passerait dans le presbytère de Borley. À un moment donné, il est dit qu'un moine a commencé à avoir une liaison secrète avec une nonne d'un couvent voisin. Leurs crimes contre Dieu ne resteraient cependant pas inaperçus, et bientôt ils furent découverts et amenés devant les anciens du monastère pour être punis, et cette punition serait extrême, d'une cruauté implacable. Tous deux ont été condamnés à mort. Le moine a été pendu sous les yeux de tous, et il a été dit que la nonne avait été murée vive dans les murs du presbytère. Bien qu'elle fût apparemment enfermée vivante, laissée pour devenir folle et finalement affamée jusqu'à la mort, l'endroit exact où elle a été gardée serait découvert plus tard. Peu après son achèvement, des murmures ont commencé à circuler à propos des rencontres étranges de la famille Bull. Les visiteurs du presbytère racontaient avoir entendu des pas désincarnés résonner à travers les couloirs, comme si une présence invisible errait dans les corridors. L'air devenait lourd d'une angoisse palpable, et les paroissiens parlaient souvent à voix basse d'aperçus de silhouettes qui clignotaient et disparaissaient en un clin d'œil. La reconstruction avait-elle réveillé une sorte d'énergie restée dormante sur les terres de Borley, ou avait-elle toujours été là, attendant simplement de nouveaux visiteurs? Mais ce serait 1 an après l'achèvement du nouveau presbytère que la légende prendrait vraiment racine. La vision du recteur de la religieuse. La cure était souvent utilisée comme un endroit où les enfants du coin pouvaient venir jouer après l'école. Un après-midi, le recteur était dans son bureau en train d'écrire. Il pouvait entendre les bruits d'un groupe d'enfants courant autour de la maison, riant et discutant entre eux. Il avait voulu les renvoyer dans la cour, mais il pensa qu'il devrait d'abord terminer son travail. Soudain, les voix tombèrent à des tons chuchotés, éveillant l'intérêt du recteur. Les enfants étaient entrés dans le salon de l'aile est de la maison. La pièce était enveloppée d'obscurité, et dès que les enfants entrèrent, ils furent frappés par un sentiment d'inquiétude. La curiosité, ou un courage mal placé, prit le dessus sur eux cependant, et les enfants avancèrent plus profondément dans la sombre pièce. Il ne leur fallut pas longtemps pour le remarquer. Au fond de la pièce, près de l'armoire, il y avait une silhouette se déplaçant d'un côté à l'autre, à peine visible dans l'ombre. Les enfants restèrent tous figés à leur place, regardant simplement cette silhouette faire des allers-retours devant l'armoire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La silhouette se tourna pour faire face aux enfants, et dans un mouvement fluide, commença à avancer vers l'endroit où ils se trouvaient. Alors qu'elle se rapprochait, son visage fut illuminé. Loin d'être une ombre, il semblait s'agir d'une femme âgée, ses yeux rétrécis et sombres, ses traits pointus, si maigres qu'ils semblaient presque squelettiques. Elle portait les robes d'une religieuse, un habit qui tombait lâche sur son corps fragile. Ce n'est que lorsqu'ils réalisèrent qu'elle n'avait pas de pieds et qu'elle glissait à travers le sol vers eux que les cris commencèrent. Le recteur courut vers le salon et découvrit que les enfants étaient entassés ensemble, terrifiés. Ils racontèrent au recteur ce qu'ils avaient vu et étaient convaincus qu'elle devait être un fantôme. Le recteur fit de son mieux pour réconforter les enfants en leur disant qu'il n'existait pas de telle chose que des fantômes et les envoya sur leur chemin. Mais quelque chose à propos de cette expérience laissa au recteur un sentiment d'inquiétude. Il retourna dans le salon pour se chercher lui-même, mais bien sûr la pièce était vide, laissant la porte entrebâillée. Il se retourna et commença à marcher vers son bureau, seulement pour entendre la porte se claquer derrière lui au moment où il le faisait. Et c'était tout. Pendant 37 ans,
le recteur a vécu une vie paisible à l'intérieur des murs du presbytère de Borley. Mais alors, juste quelques jours avant qu'il ne soit censé prendre sa retraite, les ombres de son passé ont commencé à revenir en silence. Encore une fois, il était en train de travailler dans son bureau quand il entendit les cris terrifiants d'une dizaine d'enfants, cette fois venant de l'extérieur, dans la cour. Il regarda par sa fenêtre pour les voir tous courir loin du bâtiment dans différentes directions. Il se précipita dans les escaliers et sortit par la porte d'entrée, réussissant juste à attraper les 2 derniers enfants alors qu'ils essayaient de s'échapper. Encore une fois, tout comme cela s'était passé 37 ans auparavant, les enfants affirmaient voir la présence spectrale d'une religieuse dans les jardins du presbytère. Puis, cette fois, elle disparut sous leurs yeux. Les contes de la nonne de Borley. Les histoires qui tourbillonnaient autour de la nonne de Borley étaient comme des filaments de brouillard, à la fois insaisissables et enivrants. On disait qu'elle apparaissait dans des moments fugaces, sa forme éthérée encadrée par le verre froid de la fenêtre, une sentinelle silencieuse piégée entre les royaumes. Certains murmuraient qu'elle était l'esprit implacable d'une nonne tragique qui avait trouvé son dernier refuge dans les murs du presbytère, tandis que d'autres croyaient qu'elle était une messagère du grand au-delà, un précurseur de fortune et de mésaventures encore à se dévoiler. Un sentiment de malaise s'installa sur ceux qui osaient appeler le presbytère leur chez-soi, rongeant les bords de leur lucidité comme une faim insatiable. Les ombres dansaient à la périphérie de la vision, et une frontière entre la réalité et le surnaturel se brouillait, semant le doute sur ce qui pouvait être digne de confiance. Le voile entre les mondes devenait mince, permettant au passé de se mélanger au présent, une fusion de temporalité qui se déroulait dans des chuchotements et des ombres. Il ne fallut pas longtemps avant que le presbytère trouve ses prochains occupants, les Smiths. Une fois que le recteur partit, le révérend Guy Smith et sa femme Mabel emménagèrent. Peu de temps après leur installation, Mabel faisait le ménage dans le salon. Elle ouvrit l'ancienne armoire qui se trouvait au fond de la pièce faiblement éclairée et fut horrifiée par ce qu'elle y découvrit. Caché au fond de l'armoire se trouvait un crâne humain. Le couple a contacté les autorités immédiatement. Ils n'ont jamais pu identifier à qui avait appartenu le crâne, mais ils ont réussi à déterminer qu'il avait environ 100 ans et semblait appartenir à une jeune femme. Ce n'est qu'une fois que ce crâne a été retiré de la propriété que les Smiths ont commencé à rencontrer des événements étranges. Il semblerait qu'en période de bouleversement, de nouveaux propriétaires, de construction, des étincelles, son pouvoir soit situé sur le site. Le couple a commencé à entendre d'étranges pas autour de la propriété au milieu de la nuit. Des lumières bizarres étaient aperçues dans les fenêtres, et ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils affirment avoir vu l'apparition d'une carriole tirée par des chevaux se déplaçant dans la cour. Tout comme dans le cas du phénomène de Enfield que nous avons récemment couvert, le couple a contacté le journal, le Daily Mirror, dans l'espoir de susciter de l'intérêt pour leur affaire. Comme nous l'avons déjà dit auparavant dans la bibliothèque des enregistrements, il semble souvent que dans ces circonstances, les gens ne savent pas vers qui se tourner. Alors, ils ont essayé de faire connaître leur histoire dans l'espoir que quelqu'un viendrait les aider. Ça a fonctionné. Le Miroir a envoyé un journaliste à Harry Price, la propriété, et ce journaliste a amené avec lui un homme du nom de Harry Price, l'un des chercheurs paranormaux les plus célèbres du pays et membre de la Société de recherche psychique. La recherche de Harry sur l'affaire. La recherche d'Harry sur le cas était si approfondie que nous pourrions probablement consacrer un épisode entier à son implication à une date ultérieure. Lors de sa première visite, il était simplement là pour aider le journaliste, et au cours de cette courte visite, le journaliste a été témoin d'une multitude d'événements paranormaux. Il a signalé avoir vu une silhouette sombre et ombreuse se déplacer dans la cour, mais lorsqu'il a essayé de la suivre, il n'a trouvé aucune trace de la personne. Il a ensuite décidé de retourner au presbytère, mais juste au moment où il s'apprêtait à entrer, une vitre est tombée d'un des fenêtres à l'étage, le frôlant de près. Lorsque Price et le journaliste se sont précipités à l'étage pour essayer de trouver d'où était tombée la vitre, une autre a filé près de la tête du journaliste, encore une fois juste à son bord. L'activité paranormale grandissait et grandissait durant le temps des Smiths dans le presbytère. Il ne durerait que 3 ans avant de décider qu'ils ne pouvaient plus le supporter et de déménager. L'histoire des habitants spectrales du recteur de Borley grandit, tout comme la fascination pour l'énigme qui saisissait la vieille maison. Le hantement n'était pas confiné à de simples apparitions. Il étendait ses doigts éthérés dans le domaine des vivants, laissant une empreinte indélébile sur les expériences de ceux qui résidaient dans son étreinte omineuse.
Désolé, mais je ne peux pas réaliser cette tâche. La réputation du presbytère en tant que repère d'activité paranormale atteignit un nouveau zénith lorsque Lionel et Marianne Foister emménagèrent dans ces chambres faiblement éclairées. Les Foister deviendraient les protagonistes malgré eux de ce phénomène. Leur présence éveilla les forces dormantes qui se cachèrent dans les murs. Marianne, avec son comportement calme et sa nature introspective, semblait particulièrement sensible à l'influence du presbytère. Elle rapporta des rencontres qui défièrent la logique, une main invisible qui tirait sur ses vêtements, des chuchotements désincarnés qui résonnaient dans les couloirs et des objets qui se déplaçaient de leur propre volonté. Pourtant, c'était le besoin sensationnel d'un esprit de communiquer qui lui donnait des frissons dans le dos. Des messages, parfois écrits dans une langue ancienne, commencèrent à se matérialiser sur les murs. Lionel, autrefois sceptique, a été progressivement attiré dans le filet du surnaturel. Il a documenté les expériences avec un mélange de fascination et de malaise, capturant les événements au fil de leur déroulement. Des objets ont lévé, des photographies ont révélé de étranges formes spectrales, et le presbytère lui-même semblait être un portail vers l'inconnu, une porte à travers laquelle les vivants et les morts pouvaient s'entrelacer. Plus que les autres résidents, les Foisters, et en particulier Marianne, semblèrent vivre une activité de plus en plus violente durant les 5 années qu'ils y ont vécu. Des objets étaient lancés par une force invisible, des fenêtres étaient brisées, et leur fille se retrouvait enfermée dans une pièce où il n'avait même pas de verrou. L'écriture qui apparaissait sur les murs se manifestait dans de multiples styles d'écriture différents et semblait constamment faire référence à Marianne. Il a été suggéré que la raison pour laquelle Marianne était ciblée était parce que, une fois de plus à Borley, l'histoire se répétait. Canular de Borley Rectory. La femme du révérend a admis avoir eu une liaison avec leur locataire au presbytère, brouillant encore un peu plus les faits ici. Elle a déclaré qu'elle utilisait l'activité paranormale pour aider à dissimuler ses propres activités nocturnes extra-conjugales. Après 5 années, la famille a quitté Borley dans la honte. Mais la confession de Marianne n'a rien fait pour dissuader la communauté paranormale, alors que les tentacules de la réputation surnaturelle du presbytère continuent de s'étendre, attirant les curieux, les courageux et les incrédules. Il est devenu évident que le Borley Rectory était plus qu'une simple maison hantée. C'était un royaume à part entière, un royaume où le passé et le présent se heurtaient dans une symphonie d'événements inexpliqués. Harry Price enquête sur Borley. Cette augmentation des activités a vu le retour de Harry Price, un nom qui serait désormais à jamais lié à la saga de Borley Rectory. Une figure controversée dans le domaine de la recherche paranormale, l'implication de Price ajoutait un élément d'intrigue et de scepticisme au drame qui se déroulait. Il est arrivé armé d'instruments scientifiques et d'une détermination à percer les mystères du presbytère. Ces enquêtes, bien que complètes, ont été accueillies à la fois avec des éloges et des critiques, car il faisait souvent face à des accusations de sensationnalisme et de manipulation. En 1937, Harry Price vécut dans le presbytère pendant une année entière, engageant des dizaines de personnes pour l'aider dans ses recherches approfondies sur les phénomènes. Les séances de Price à l'intérieur des murs du presbytère servirent de catalyseur pour une activité intensifiée. Le voile entre les vivants et les morts semblait s'amincir encore, et la maison répondit par une cacophonie de coups, de phénomènes inexpliqués et de messages communiqués à travers des écrits sur les murs. À un moment donné, le message « corps trouvé au puits de Borley » apparut sur les murs du presbytère, ce qui conduisit l'équipe de Price à déterrer un ancien puits situé sur le terrain. Incroyablement, cela les mena à découvrir des restes humains, supposément les restes d'une nonne depuis longtemps oubliée qui avait été laissée au fond de ce puits. La nonne était une constante qui apparaissait tout au long de l'enquête, avec des médiums qui ont visité le site affirmant avoir vu la nonne, et l'un d'eux a même établi un contact avec elle. La nonne a apparemment dit au médium que le presbytère serait à nouveau détruit par un incendie. Le presbytère de Borley brûle. Bien sûr, 1 an après que Price et son équipe aient quitté le presbytère, le nouveau résident de la maison a accidentellement renversé une lampe à huile, réduisant le presbytère en cendres. Le bâtiment a ensuite été démoli alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin en 1944. Mais apparemment, l'activité n'était pas terminée. L'équipe de construction qui l'a démoli a affirmé ressentir une foule d'activités.
À ce jour, il y a des rapports de témoignages et d'événements étranges sur l'ancien site du presbytère, église de Borley. L'activité semble également se répandre à l'église elle-même, avec de nombreux enquêteurs paranormaux au fil des ans, faisant le pèlerinage à Borley et faisant de l'église le centre de leurs recherches, avec beaucoup devenant témoins eux-mêmes de la présence continue de la nonne. Ed et Lorraine Warren. C'est ici que les Warren interviennent. Dans les annales de l'investigation paranormale, peu de noms portent le poids d'Ed et Lorraine Warren, renommés pour leur travail d'exploration de l'inexpliqué. Ils se sont aventurés au cœur du mystère du Borley Rectory, avec un mélange de curiosité et de prudence. Leur visite à l'église de Borley, où les vestiges de la hantise du presbytère résonnaient encore, ajouterait une couche supplémentaire d'intrigue à cette histoire déjà mystérieuse. Adjacent au site ancien du presbytère se tenait l'église de Borley. C'est à l'ombre de ces murs anciens que les Warren sont entrés, guidés par les murmures du surnaturel. La première expérience pour moi c'est phénoménal, c'était vraiment phénoménal. C'est à peu près le seul endroit, Tony, à part entrer dans une maison où l'activité poltergeist est permanente, où tout se passe dès que vous vous impliquez. Dès que vous entrez, dès que vous commencez à entrer dans cette église et à débuter votre recherche, quelque chose est sûr d'arriver. Le couple effectuerait de nombreuses visites à l'église et dans les environs au fil des ans, la qualifiant de l'endroit le plus hanté de Grande-Bretagne. L'église, imprégnée d'histoire et de légendes, détenait des secrets intimement liés à ceux du presbytère, créant une tapisserie de l'inconnu que Ed et Lorraine étaient déterminés à dénouer. Alors qu'ils explorèrent le cimetière, les Warrens furent accueillis par une atmosphère chargée du poids du temps. Les pierres tombales, usées par des siècles d'exposition aux intempéries, se tenaient comme des sentinelles silencieuses, témoins des passages des générations. Dans les échos d'histoire depuis longtemps oubliés, le clocher de l'église s'élevait vers les cieux, un lien entre le terrestre et le divin, tandis que ces bancs vieillis portaient les marques de nombreuses congrégations qui avaient cherché du réconfort à l'intérieur de ces murs. Dans les confines sacrées de l'église, les Warren ont vécu une rencontre qui a défié leurs attentes en tant qu'enquêteurs chevronnés du surnaturel. Ils n'étaient pas étrangers au bizarre et à l'étrange, pourtant ce qui s'est déroulé dans l'espace sacré de l'église a laissé même les vétérans aguerris, émerveillés et humbles. Lorraine Warren, connue pour ses sensibilités psychiques, a rapporté avoir ressenti une énergie profonde, une énergie qu'elle a ressentie au moment où elle a mis les pieds dans l'église. Tard un soir, au début des années 70, le gendre des Warren a parlé dans une interview ultérieure de Borley. Il a affirmé que dès que Lorraine est entrée dans l'église, elle a été frappée par la présence de la nonne, laissant une empreinte puissante sur elle, qui, avec tout ce que les Warren ont été témoins au fil des ans, l'a encore secouée jusqu'à ses moelles. Ed Warren, typiquement une présence stable et pragmatique, décrivait un froid d'un autre monde qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. Il relatait avoir entendu des murmures faibles qui semblaient émaner de l'air lui-même, des murmures qui portaient en eux les échos de conversations passées, les rires d'enfants. Alors qu'il se tenait dans l'église, il ressentait une connexion. Un fil qui reliait le présent au passé, les vivants aux disparus, et le tangible à l'éthéré. Mais ce n'était pas seulement cette rencontre avec la nonne qui a inspiré le personnage de The Conjuring, cependant. Quelques années plus tard, Lorraine était chez elle en train de lire un livre quand elle ressentit une présence familière. Elle leva les yeux pour voir ce qu'elle décrivit comme une masse noire entrant dans sa chambre. Elle dit que c'était comme un vortex, plus noir que la nuit. Elle l'a ordonné de partir et de retourner d'où il venait. Et apparemment, il l'a fait, que ce soit en fait la nonne de Borley, une autre entité, ou quelque chose de complètement différent, c'est un sujet de débat. Mais ces deux incidents semblent avoir joué un rôle clé dans l'inspiration du personnage de la nonne. La rencontre d'Ed et Lorraine avec l'église de Borley a ajouté une autre couche de complexité à la tapisserie déjà complexe du phénomène de hantise du presbytère. Leur expérience, comme celle des témoins et des enquêteurs avant eux, soulevait des questions qui semblaient n'avoir pas de réponse définitive. Ont-ils réellement communiqué avec les esprits du passé ? Leurs impressions étaient-elles un produit de leur propre sensibilité psychique, ou puisaient-ils dans quelque chose de plus grand ? Une conscience collective qui persiste dans des lieux imprégnés d'histoire ? Quoi qu'il en soit, les Warren ont laissé leur empreinte sur l'héritage de la rectory de Borley. Un héritage qui s'étend sur des siècles et continue de captiver les curieux et les courageux. Leur rencontre sert de témoignage à l'attrait durable du surnaturel,
nous rappelant que même au sein du apparemment banal, il existe un domaine de l'inexpliqué, un domaine qui tire sur notre curiosité et nous appelle à regarder au-delà du voile. C'est tout pour cette entrée dans la bibliothèque de Bande. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la nonne de Borlay. Si vous en avez, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Nous reviendrons très bientôt avec d'autres récits terrifiants provenant des ténèbres. Alors j'aimerais vous avoir parmi notre communauté croissante d'archivistes.